Monsieur Cozandet, bienvenue à l'Institut national genevois. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jérôme Cozandet, directeur de recherche en matière de politique sociale auprès d'Avenir Suisse. Monsieur Cozandet a une formation brillante en tant qu'ingénieur mécanicien de l'EPFZ, suivi d'un doctorat sur la sécurité des centrales nucléaires. Cela pourrait faire par ailleurs l'objet d'une autre conférence et qui est d'actualité. Il a également un diplôme postgrad en risque et sécurité de l'EPFL et un diplôme en Wealth Management dans le cadre de son activité professionnelle auprès de l'UBS. Il détient également un master en histoire économique internationale de l'Université de Genève. Son expérience professionnelle, il a travaillé auprès de l'UBS, entre autres comme responsable du private banking pour la région Biel-Zeeland. Il a été également conseiller en stratégie pour le Boston Consulting Group et aujourd'hui, donc, comme je l'ai mentionné, travaille auprès d'Avenir Suisse et il est un spécialiste de l'intergénérationnalité. Je ne sais pas si ce mot existe réellement, mais effectivement, c'est un sujet d'actualité, de plus en plus d'actualité dans nos sociétés évoluées, avec une espérance de vie qui ne cesse de s'allonger. Et aujourd'hui, dans bon nombre de familles, on assiste au phénomène où il y a 4 générations qui vivent. Cela pose un certain nombre non seulement de problèmes, mais de réorganisation des relations intergénérationnelles. Et entre autres, je pense à un aspect particulier qui est la transmission du patrimoine, où des fois, on voit aujourd'hui la première génération transmettre le patrimoine, non pas à la deuxième, qui n'en a plus besoin parce qu'elle est déjà à la retraite et a suffisamment de moyens financiers pour subvenir à ses besoins, mais à la troisième. Voilà, donc on a trouvé intéressant d'aborder aujourd'hui ce sujet dans un cadre plus général de réforme de l'assurance vieillesse, qui est un sujet d'actualité. Et nous avons en monsieur Cozandet un grand spécialiste de toutes ces questions. Nous nous réjouissons de l'entendre et d'interagir avec lui dans la partie consacrée aux questions-réponses. Monsieur Cozandet, je vous cède la parole. Monsieur Kunz, Monsieur Rigaud, merci beaucoup, Madame, Messieurs. Merci d'être venus ce soir pour assister à cette conférence. Vers un nouvel équilibre entre les générations, quelques mots ont été mentionnés par Monsieur Rigaud. Cette nouvelle phase dans l'histoire de l'homme et de la femme, d'avoir 4 générations qui vivent en même temps, c'est en fait une super chance. Je veux dire, c'est quelque chose que beaucoup... Si je pense à mes grands-parents, ils ont peut-être à peine connu leurs grands-parents. Maintenant, la possibilité de connaître ses arrière-grands-parents, c'est sûrement une grande richesse, mais c'est effectivement lié avec certains défis. Pour la Suisse, ce sera l'aspect principal de ma présentation, mais c'est clairement des défis que nos pays voisins, enfin que tous les pays du monde, en fait, avec peut-être un décalage de 20 ans selon où on se trouve sur le globe, des défis auxquels tous les pays font face. Pour ma présentation, je vais la structurer en 3 parties. D'abord, j'aimerais montrer justement que le contrat de génération, on sort d'un débat autour de la votation d'AVS+. J'aimerais vous montrer que le contrat de génération, c'est bien plus que l'AVS, c'est bien plus que la prévoyance vieillesse. Et donc, vous illustrez un peu cette richesse. Mais aussi montrer, ce sera le deuxième pan de ma présentation, mais quels sont les défis qui apparaissent avec cette pyramide des âges qui n'est justement plus une pyramide. Et qu'est-ce que ça implique pour notre contrat de génération. Et puis, faire un tour d'horizon, de présenter un éventail de propositions, de réformes qui permettent justement d'amender un peu ce contrat, non pas de le résilier, mais d'y apporter certaines nouvelles clauses peut-être, de revoir, revisiter certaines d'entre elles pour que ce contrat puisse perdurer. Alors d'abord, quand on parle de la richesse du contrat de génération, la question on se pose, puis la question on devrait vraiment se poser quand on lit un peu la presse, on nous parle toujours du conflit des générations. Est-ce que vraiment on se dirige vers une société où on aura tous les samedis sur la place fédérale, d'un côté les retraités et de l'autre côté les jeunes qui en ont ras-le-bol, etc., ou les retraités qui ne se sentent pas pris au sérieux? Bien, moi je pense que cette image-là, même si on en parle beaucoup dans la presse, je pense que ce conflit-là, on n'est pas prêt de le vivre, du moins en Suisse. Pourquoi? Parce que
les relations entre les générations, c'est beaucoup plus complexe que deux parties qui s'opposent. Et pour illustrer ça, c'était la couverture d'un livre que nous avions publié il y a 2 ans, justement sur ce tissu entre les générations. Alors vous ne faites pas souci, je ne vais pas vous expliquer chaque ligne de ce graphique, mais qu'est-ce que vous devez voir ici? D'abord, vous voyez qu'on n'a pas 2 parties, mais on a 3 cercles qui représentent comme 3 parties constituantes de ce contrat de génération. C'est des cercles qui représentent des groupes d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. On a tout d'abord bien les enfants et les jeunes. On a fait exprès aussi non plus de ne pas mettre des limites d'âge fixes, mais c'est les gens qui clairement sont encore en formation, encore en phase d'éducation. C'est une catégorie de notre population qui clairement est dépendante, autant d'un point de vue financier qu'un point de vue émotionnel de leur environnement. Et puis, il y a un changement qui se passe. Quand on passe de cette catégorie-là à celle-là, c'est quand on rentre dans le marché du travail. Alors pour certains, c'est à 16 ans, pour d'autres, ce sera à 25 ans. Mais là, on devient financièrement, principalement indépendant. On commence à s'occuper aussi, une fois qu'on a sa propre prochaine génération de ses enfants, mais on va aussi s'occuper des catégories d'âge qui sont un peu plus hautes. Après, il y a un deuxième passage, en guillemets, c'est le passage à la retraite, où on reste indépendant, je dirais, sur un plan social et émotionnel. Par contre, on commence à recevoir une rente AVS, une rente du deuxième pilier. Donc, on commence à recevoir des prestations financières de ce fameux contrat de génération, mais on est soi-même encore pleinement actif. On participe aux conférences de l'Institut national genevois. On s'engage dans on s'occupe des petits-enfants, on s'occupe de ses voisins. Et puis, là aussi, il n'y a pas une limite clairement, mais aux alentours de 80-85 ans, si on en croit les statistiques, mais on devient de plus en plus fragile, beaucoup plus dépendant. Et donc, on a besoin de nouveau d'un soutien de la famille, de professionnels. Par contre, vous parliez du transfert du patrimoine, c'est aussi l'âge où on fait les donations, c'est aussi l'âge, lors du décès, où on fait des héritages. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas juste 2 parties, il y a déjà 4, et encore ça, c'est une version simplifiée du contrat de génération, 4 parties impliquées dans ce fameux contrat de génération. Deuxièmement, c'est ces flèches que vous voyez, il y a des flèches rouges et il y a des flèches noires. L'idée ici, c'est de montrer que chaque catégorie, ces 4 fameuses catégories, donnent ou investissent dans le contrat de génération, c'est les flèches rouges, et puis chacune de ces catégories reçoit par le contrat de génération, c'est des flèches noires. Encore une fois, c'est pas... on pourrait encore compliquer la chose en marquant des traits plus ou moins gras par rapport à l'importance de ces flux. Il y a des flux financiers, hein, c'est clair, quand je parlais de l'AVS, mais il y a des flux en termes d'investissement personnel, hein, si on pense à l'éducation, si on pense aux soins au sein de la famille, et on voit justement que tous ces groupes d'âge donnent et reçoivent. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas ces conflits sur la place fédérale, parce que chacun est, au jour le jour, est bien conscient qui reçoit de ses parents, qui reçoit de ses grands-parents, et aussi conscient qu'il donne à tous les échelons. Et puis la troisième dimension qu'il faut voir dans ce graphique, c'est qu'on a une partie à gauche et une partie à droite. Mon fils qui a 7 ans, il me disait que ça ressemble un peu à une map monde, mais en fait, ce qu'on aimerait montrer, c'est qu'il y a le contrat de génération au sens originel du terme, vraiment au sein de la famille. Hein, c'est l'idée du Stöckli dans les fermes bernoises où on construisait la petite ferme à côté quand la troisième génération se mettait à la retraite. Donc vraiment, cette idée, on s'occupe justement de l'éducation des enfants, on s'occupe des soins des personnes fragiles ou nécessitant des soins dans le grand âge. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants sur place, hein, c'est un défi de plus en plus. On habite à 100 km l'un de l'autre peut-être, ou même dans un autre continent. Et c'est pour ça qu'il y a un complément ou un remplacement qui se fait par la société civile, qui se fait par l'État. Donc encore une fois, ça peut être les garderies, ça peut être tout le système de formation, donc des écoles, c'est tout l'appareil médical, médico-social, si on pense les soins ou justement la partie curative en hôpital. Et puis en noir, vous voyez aussi ces flux financiers, l'AVS, le deuxième pilier, les prestations complémentaires, l'aide sociale quand on est encore en âge actif, les allocations familiales, etc. Donc vous voyez cette richesse, cette complexité du contrat de génération. Quelque part, c'est ce qui nous donne un peu cette résilience. On a différents défis,
des défis démographiques, j'y viendrai tout à l'heure, on a des défis sur les marchés des capitaux, on a différentes assurances sociales qui souffrent de différents maux, mais quelque part, ça permet d'avoir une certaine stabilité au niveau de l'ensemble de la société par rapport à ce contrat de génération. Maintenant, le contrat de génération, il est perçu comme équitable si vous avez le sentiment que lors de votre parcours de vie, en commençant ici, en finissant là-haut, que vous allez plus ou moins investir autant dans le contrat de génération que vous allez recevoir. Les canaux de transmission ne sont peut-être pas les mêmes. Vous allez investir peut-être du côté de la famille, mais vous allez recevoir par l'État, ou vice-versa, vous allez investir beaucoup par l'impôt et recevoir un peu par la famille ou par votre entourage. Mais si, summa summarum, dans l'ensemble, vous avez l'impression que ça joue, vous allez considérer que le contrat de génération est fair play et vous allez vous-même contribuer, participer au développement de ce contrat. Maintenant, cette condition-là, elle n'est plus donnée. Enfin, cette condition-là, elle était facilement remplie, je dirais, si vous aviez effectivement une pyramide des âges. Une pyramide égyptienne, vous savez tous à quoi ça ressemble. C'est un beau triangle avec la base en bas. Aujourd'hui, on se développe de plus en plus vers une pyramide des âges, où on a toujours une pyramide égyptienne, mais avec la base en haut. On est dans une phase intermédiaire, on a plutôt une amphore romaine avec une partie plus élargie, à peu près au milieu. Je tends à dire, c'est donc cette fameuse génération du baby-boom qui est née juste après la guerre, c'est à peu près les 20 ans après la guerre, et c'était une génération où il y a eu beaucoup d'enfants, et puis après il y en a eu moins, enfin à peu près autant qu'avant. Donc on a vraiment une anomalité, si vous me permettez cette expression, on a vraiment quelque chose de transitoire, c'est un peu comme une bouée qu'on aurait, si la pyramide des âges c'était moi, mais j'ai ma bouée aujourd'hui au niveau des, je vais mettre devant pour que tout le monde voit, j'ai ma bouée aujourd'hui au niveau des jambes, parce que cette génération forte, elle est en âge actif, c'est elle qui porte notre société aujourd'hui. Et puis, d'ici quelques années, ce n'est pas l'extension de l'espérance de vie qui change vraiment la donne, mais c'est cette bouée qui passe au-dessus de la ceinture. Si la ceinture, c'est 65 ans, dans quelques années, ça fait bloup. Et vous avez tous ces gens qui quittent l'espace des cuisses pour arriver au niveau du ventre. C'est un problème qu'on connaît tous. Transition des muscles vers une petite bedaine. Par contre, en termes d'évolution démographique, c'est un grand changement parce que très vite, en l'espace de quelques années, vous allez avoir plein de gens qui quittent le marché du travail et la génération qui suit ne va pas suffire pour les remplacer. Donc ça, c'est une perte quelque part pour notre économie. Et puis, elles vont arriver dans cette situation, dans cette catégorie 3 que je disais tout à l'heure, où on commence à retirer des rentes. Et donc, il y aura une surcharge des systèmes de sécurité, enfin de prévoyance vieillesse qui va être couplée à ça. En chiffres, ce que je viens d'expliquer avec ma bouée, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez différentes évolutions des différentes catégories d'âge que j'avais plus ou moins évoquées tout à l'heure. Alors, j'ai peut-être commencé par celui-là, qui est le chiffre qui est le plus connu. On en a parlé X fois dans le cadre de la votation sur AVS+. C'est effectivement, aujourd'hui, on a environ un peu plus de 3 personnes en âge actif par retraité. Et on voit que ce chiffre va descendre rapidement jusqu'en 2035. 2035, ça paraît loin, mais c'est dans 20 ans, hein, ça va quand même très très vite. Va descendre. Et puis surtout, ce qui est important à voir, c'est que ce n'est pas un phénomène transitoire, ça va se stabiliser, mais ça va se stabiliser à un niveau assez bas. Et donc ça, c'est effectivement un problème pour l'AVS. L'AVS, hein, ce n'est pas une tirelire où chacun économise dans son premier pilier, on le reçoit quand on part à la retraite. C'est un système de transfert. Les cotisations salariales AVS que vous payez ce mois sont utilisées ce mois pour financer les rentes des retraités actuels. Donc c'est vraiment un système de passage. Et donc si on a effectivement toujours moins de personnes qui cotisent pour l'AVS par rapport à un retraité, ça met l'AVS sous pression. Mais pas seulement pour l'AVS. Tous les retraités continuent de demander des prestations, des produits, ils veulent continuer de s'habiller, ils veulent continuer d'aller au restaurant, ils veulent continuer d'avoir des soins. Il faut des gens qui apportent ces prestations, des gens en âge actif pour fournir ces prestations-là. Donc là aussi, on va avoir une recrudescence de pénurie de main-d'œuvre, qualifiée en particulier. Ça, je dirais que cette thématique-là, elle est connue, on la ressasse depuis longtemps avec le financement de l'AVS. D'après moi, le plus grand défi, et c'est un défi qui, sur un plan politique, est négligé encore aujourd'hui, c'est la thématique des soins. Et pour illustrer ça, je regarde non pas les jeunes, enfin les gens en âge de travailler par rapport aux retraités, mais par rapport aux personnes de 80 ans et plus. 80 ans et plus, c'est en étant comme un indicateur du nombre de personnes nécessitant des soins. Hein, ça augmente avec l'âge de façon exponentielle.
eh bien vous vous rendrez compte que la même logique que j'ai expliquée tout à l'heure est encore beaucoup plus marquée. Vous avez aujourd'hui 12 personnes en âge de travailler pour une personne de 80 ans et plus. Ça va se réduire à 7 dans les 20 prochaines années. Et puis, alors, il y a peut-être une marge d'erreur ici, mais on voit que ça va continuer de se réduire de façon beaucoup plus conséquente pour les soins. Et si on pense que le financement des soins, que ce soit par les primes maladie, que ce soit par le financement de l'État, c'est aussi un grand transfert des jeunes vers les vieux. Et surtout si on pense que pour prodiguer ces soins, il faudra des gens, des infirmiers, des infirmières qui sont en âge de travailler, on se rend compte qu'on va vers un gros défi, autant financier que sur le plan personnel, dans cette dimension-là. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a tous ces jeunes baby-boomers, enfin ces jeunes retraités baby-boomers, qui sont là et qui s'engagent, effectivement, les statistiques le montrent, c'est la catégorie d'âge, enfin les jeunes retraités, c'est ceux qui s'engagent le plus, par exemple dans le bénévolat informel, hein, donc s'occuper des petits-enfants, s'occuper du voisinage. C'est clair, eux, ils vont nous donner une bouffée d'air, ils sont là, ils sont engagés, mais là aussi, 20 ans plus tard, ces fameux baby-boomers, ils auront 80 ans et plus, et ils auront aussi besoin de soins, et les jeunes retraités qui suivent, ben, il y en a moins, c'est la même logique que celle qui s'expliquait tout à l'heure. Donc on se rend compte là, on a effectivement un élément tampon, mais avec un certain décalage, avec un certain lag temporel, on aura aussi là un certain défi. La seule dimension qui reste assez stable, c'est par rapport aux jeunes, c'est par rapport au système éducatif, en termes de nombre de personnes, alors la qualité c'est peut-être autre chose, en termes de nombre de personnes, quelque part ici on a une situation assez stable, enfin la pyramide est assez verticale pour les générations qui suivent. Et ça reflète aussi un petit peu les projections qu'on fait par rapport à l'évolution démographique des générations qui suivent. Ce que j'ai dit, donc, on a un défi dans l'AVS, on a un défi dans le financement des soins. Ça prête hérite quelque un petit peu les finances des générations futures. Une partie de ces choses-là, aujourd'hui, c'est des lois qu'on a définies, mais qu'on n'a pas, des prestations qu'on n'a pas préfinancées. Ça, c'est une dette implicite. On parlait tout à l'heure avec monsieur à la conférence. L'État de Genève, par exemple, a aussi une caisse de pension qui promet des dépenses pour lesquelles les fonds ne sont encore pas là. Donc ça, c'est une dette implicite qui est visible quelque part par rapport à ces graphiques, à laquelle s'ajoute la dette explicite, la dette vraiment connue qu'on a en Suisse à tous les échelons, que ce soit la commune, le canton ou la confédération. Alors, en comparaison internationale, on est des élèves modèles, on a moins de 40% de notre produit intérieur brut en dette, hein, si on cumule les trois niveaux. Alors ça, c'est exceptionnel en comparaison internationale. Par contre, c'est quand même pas zéro. Et quand on parle du contrat de génération, la question qu'on devrait se poser, c'est pas combien de dettes on a, mais c'est combien de dettes on a par enfant. Parce que c'est eux qui vont financer en partie ces dettes. Et c'est ce que vous voyez sur ce tableau. En moyenne, si on prend la dette que je viens de mentionner, ces fameux points de PIB, c'est environ 175 000 francs pour tous les échelons. Il y a 90 000 francs, enfin presque la moitié, qui se trouvent au niveau de la Confédération. Et puis après, chaque canton, il y a différence. Je vous laisse vous-même juger de la qualité du ranking, de vous auto-identifier quelque part, mais on voit qu'il y a quand même une grande différence. Si cette dette est utilisée pour financer un tunnel, pour financer une école, j'ai pas de problème, parce que c'est un investissement pour les générations futures, et c'est normal que les générations futures participent au remboursement de cet investissement. Si cette dette, tout de suite madame, si cette dette est utilisée pour financer de la consommation, si c'est pour financer l'assurance AI par exemple, là j'ai un problème parce que c'est la génération actuelle qui touche des prestations et qui passe la facture à la génération suivante. Donc vous voyez, on se rend bien compte, avec le défi démographique qu'on a, que la définition du contrat de génération équitable que je vous ai évoqué tout à l'heure, bien quelque part il faut la revisiter. Parce que si on part du principe, et c'est un petit peu la compréhension de chacun de ce contrat de génération, si on part du principe, si mes parents, qui font partie qui viennent de partir à la retraite il y a 5 ans, si mes parents attendent de ma génération qu'on investisse autant dans le contrat de génération, que ce soit en francs ou en minutes, enfin en investissement personnel, eh bien comme on est moins nombreux dans ma génération, eh bien, vieillir pour la génération de mes parents ne sera pas drôle.
parce qu'il n'y aura pas assez d'argent, il n'y aura pas assez de ressources professionnelles comme volontaires pour leur assurer un vieil âge, un grand âge dans la dignité. Et inversement, si mes parents attendent du contrat de génération autant de prestations que leurs parents à eux ont reçu, aussi en termes de francs financiers, en termes de personnel, eh bien la charge qui va peser sur les générations futures sera énorme. Donc il faudra retrouver effectivement un nouveau moyen, un nouvel équilibre, d'où le titre de ma présentation, pour trouver une zone quelque part entre les deux. Et ce n'est pas forcément une réduction des prestations, mais c'est peut-être une redéfinition des prestations. Je vais y revenir. Donc comment faire ça? Comment garantir cet équilibre? Comment trouver ce nouvel équilibre? Eh bien, si vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée, la map monde de mon fils avec une image à gauche, une image à droite, eh bien là aussi, il y a différentes pistes à suivre au sein du contrat de génération privée, donc au sein de la famille, une famille élargie peut-être, parce que qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui? Quand on a un taux de divorce de 50%, quand on se remarie souvent une deuxième fois, est-ce qu'on parle des enfants du premier mariage, du deuxième mariage, des petits-enfants de quel, etc. Donc, c'est en fait quelque part aussi une chance peut-être d'élargir cette famille. Et puis, au sein du contrat de génération public, au niveau de la société civile, au niveau des prestations de l'État. Le premier, je le rappelle, même si ça paraît très évident quelque part, c'est de se rappeler, ben voilà, n'oublions pas la responsabilité individuelle. Parce que quand on parle de solidarité, on pense toujours aux autres, mais dans une société solidaire, eh bien, le rôle de chacun, la responsabilité de chacun est primordiale. Si vous pensez, si je peux mettre l'analogie avec une cordée de montagne, même si on parle d'une cordée, l'élément de solidarité primaire, ce n'est pas la corde. Quand vous partez en montagne dans une cordée, vous partez tous ensemble, vous arrivez déjà entraînés pour la course, vous n'avez pas fait la noce le soir d'avant, vous avez votre Barryvox, vos crampons, votre piolet, vous êtes équipés en conséquence, vous êtes préparés au parcours qu'il faut faire. Par votre comportement aussi, vous évitez de glisser, de tomber dans une crevasse et d'entraîner les autres. Et puis seulement, si toutes ces mesures-là ne suffisent pas, seulement alors là, la corde arrive en dernier recours. Dans le contrat de génération, ça veut aussi dire, eh bien, ajuster son comportement de façon à ce qu'on soit le moins possible ou le plus tard possible dépendant des autres. Ça veut dire peut-être déménager à temps pour ne plus être dans un appartement au 5e étage sans ascenseur, ou bien d'être dans une maison en périphérie, loin du centre du village ou du centre de ville, d'avoir des portes assez larges pour passer avec un déambulateur, d'avoir une douche plutôt qu'une baignoire, parce que c'est difficile, quand on est plus âgé, de sortir de sa baignoire, etc. Donc des petites choses, mais qui peuvent permettre de contribuer dans le contrat de génération en étant le moins possible ou le plus tard possible, dépendant des autres. Deuxième chose, c'est là que je parle justement de changer un petit peu le type de prestations. Il faut peut-être changer, mieux valoriser les potentiels de gens actifs qui aujourd'hui sont sous-utilisés, enfin c'est un grand mot, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être pas autant engagés qu'on pourrait l'imaginer. C'est surtout les femmes. Là, il y a sûrement un gros potentiel. Et puis, c'est le travail des seniors. Et j'aimerais m'étendre un peu plus sur le travail des seniors. Ces fameux 55 ans et plus. Alors, c'est toujours la question à partir de quand on est senior. C'est à partir de 45 ans, 50 ans, 55, 60 ans. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que si vous le dites en anglais, c'est tout de suite beaucoup plus valorisant. Si vous parlez d'un senior project manager, senior consultant, ça c'est très très valorisant. Mais si on parle des seniors tout juste comme ça, quelque part, on a l'impression il y a encore des clichés négatifs, des connotations négatives qui y sont attachées. Donc, je parlais tout à l'heure, quand je montrais mon rapport de force qui évaluait, qui changeait, les baby-boomers, quelque part, c'est une chance aussi. Il faut voir ça aussi, on ne va pas que parler que de défis, aussi une chance. Cette fameuse génération du baby-boom qui quitte le marché du travail et qui part à la retraite, si vous faites une étude de marketing, vous ne trouverez aucun segment qui croît aussi vite. Vous avez 670 000 nouveaux retraités jusqu'en 2030, c'est presque 50% de plus. C'est des jeunes retraités actifs, financièrement en moyenne à l'aise. C'est une génération qui a toujours dit ce qu'elle voulait faire, c'est la génération de Woodstock, c'est ceux qui ont manifesté en 68, c'est ceux qui savent ce qu'ils veulent, donc une clientèle exigeante, fortunée c'est exagéré, mais qui a des moyens financiers et qui est demandante. Donc pour les entreprises, s'orienter
s'aligner par rapport à cette clientèle qui se développe, c'est sûrement une grande opportunité. Par contre, c'est le revers de la même médaille, bien, on a justement plein de ces seniors qui quittent, qui connaissent bien ces besoins de cette génération-là, mais qui va justement partir à la retraite, donc ils quittent le marché du travail. Cette thématique-là va être encore, on verra comment la condition indigène, est-ce qu'elle sera light, est-ce qu'elle sera lourde, on verra ce que ça va donner, mais en tendance, ça va plutôt renforcer cette pénurie de main-d'œuvre. Et puis on a encore justement, comme c'est cette génération qui va partir à la retraite maintenant, ou qui part à la retraite maintenant, elle est financièrement plus à l'aise que les générations d'avant, donc elle peut peut-être aussi mieux se permettre de partir en retraite anticipée. Donc on a ici un marché en pleine effervescence, et puis d'un autre côté, une pénurie de main-d'œuvre qui s'accentue. Donc garder plus longtemps les seniors, tabler sur les seniors, et là je pense que le low-hanging fruit, on dit en anglais, ces fruits bas sur un arbre qu'on peut facilement saisir, eh bien c'est surtout ces seniors qui sont déjà là dans votre entreprise. Il y a aussi un potentiel de réintégrer des seniors, mais ceux qui sont déjà là, mesdames, messieurs, gardez-les, c'est des perles, c'est des gens que vous connaissez très bien, ils ont des défauts comme tout le monde, mais on les connaît, c'est des gens qui sont beaucoup plus stables, ils ne déménagent pas pour aller marier un jeune ou une jeune ailleurs, ils n'ont pas envie de changer, ils sont beaucoup plus là, donc misons là-dessus. Pour le faire, en plus, ils apportent une certaine flexibilité, ils apportent un certain savoir-faire qui est intéressant. Ce n'est pas seulement des académiciens, ce n'est pas seulement des gens qui ont une formation universitaire. Et là, j'ai fait exprès de choisir quelques exemples que j'ai pu glaner depuis les 2 ans où on avait fait une publication sur ce niveau-là. Je viens de Bienne, on fait de la machine-outil, on fait des montres, mais on fait aussi de la machine-outil. On fait de la machine-outil qui dure, c'est du solide, on construit suisse, c'est de la bonne qualité. Ça a le désavantage, en guillemets, ça veut dire qu'on a des machines en service 30 ans après leur mise en service, elles sont toujours chez le client, elles ont besoin tous les 5 ans d'une révision. Pourquoi former un jeune de 25 ans sur une technologie qui est plus fabriquée? Pourquoi ne pas tabler sur un senior qui peut-être travaillera à temps partiel, il fait plus que quelques jours par semaine, ou quelques semaines par mois, ou quelques mois par année, mais lui, il a ce savoir-faire de la machine 1980 modèle 2B, qui est encore en service, et qui sera heureux de mettre son savoir-faire à disposition parce qu'il sera aussi valorisé. Quelque part, c'est le seul dans l'entreprise qui est encore capable de gérer ce genre de travaux d'entretien. J'avais discuté avec un cariste, Jean-Louis, sur le Gros de Vaud, qui lui disait, moi, les seniors, c'est ceux que je préfère parce que c'est ceux qui peuvent partir à Pentecôte pendant les vacances scolaires, etc. Ils n'ont plus d'enfants en âge de scolarité, donc ils sont pareils, ils sont beaucoup plus flexibles. C'est eux qui me permettent d'absorber mes pics de production, entre guillemets. La même chose dans les boulangeries, il y a la fête des mères, il y a Pâques, il y a Noël, etc., où vous avez besoin de plus de personnel, et bien c'est peut-être ces gens-là qui seront aussi capables d'absorber ces pics, et puis peut-être que le reste de l'année, ils aimeraient réduire le taux d'activité et travailler peut-être avec un temps partiel, rester dans l'entreprise, mais un petit peu bouger là. Donc pensons au-delà des cols blancs, entre guillemets, qui ont peut-être plus de facilité à le faire, pour absorber ces pics de production. Dans la vente aussi, on peut penser à la banque privée. Si clairement vous avez une clientèle qui a plutôt des cheveux gris, ben c'est peut-être bien aussi d'avoir un conseiller à la clientèle qui a lui aussi des cheveux gris, qui a peut-être lui-même vécu une succession dans sa famille ou un deuil. C'est peut-être plus facile de thématiser ces sujets-là. Là, je parle de Gel Molly, mais comment ça s'appelle à Genève enfin bon, vous connaissez un petit grand magasin, le Bon Génie, je cherche. Vous avez... c'est clair que si vous vendez des articles à une clientèle de 60 ans et plus, et que vous mettez une jeune vendeuse, enfin de la mode, et que vous mettez une jeune vendeuse de 25 ans, il y a comme un décalage. La même chose si vous voulez mettre quelqu'un de 65 ans chez Talivail, ça ne va pas passer non plus. Mais donc réfléchissons là, comment est-ce qu'on peut s'adresser justement à cette clientèle en croissance avec vos seniors. Et l'exemple que je préfère, c'est l'exemple de Swisscom. Swisscom avait effectivement beaucoup de gens de 50 ans et plus, et ils se sont rendus compte aussi que les besoins des gens qui appelaient, qui étaient plus âgés, qui appelaient la hotline, n'étaient pas les mêmes. L'exemple classique, c'est que si, d'ailleurs c'est pas juste pour les personnes de 65 ans et plus, et j'espère que je froisse personne ici, parce que moi je serais dans la même situation, si on me dit, écoutez, mon internet ne fonctionne plus, est-ce que vous avez contrôlé votre routeur, est-ce que vous avez un routeur avec une download capacity de 96 mégabits par seconde? Quelque part, c'est une personne de 80 ans ou une personne de 46 ans comme moi, je ne suis pas sûr que vous avez dû répondre comme ça. On s'est rendu compte que si vous aviez des gens au service de la hotline qui avaient 50 ans et plus,
eh bien, ils vont dire, est-ce que vous avez regardé la petite boîte blanche avec le témoin lumineux qui clignote? Est-ce qu'il clignote? Et je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Et on s'est rendu compte que autant en termes de rapidité de parole, moi je parle très vite, mais peut-être que ça s'améliorera avec l'âge, mais que les gens qui sont un peu plus âgés parlent plus lentement, utilisent un autre vocabulaire qui est mieux en adéquation avec les besoins d'une certaine clientèle. Donc toutes les personnes aujourd'hui, les clients Swisscom qui ont enregistré, qui ont un téléphone enregistré chez Swisscom, et on sait l'âge de ces personnes-là, si vous avez 65 ans et plus, votre appel sera dévié sur une équipe dédiée de quinquagénaires qui automatiquement parleront un peu mieux le même langage, et du coup, vous avez une situation qui est bien pour le client et qui est bien pour l'entreprise. Voilà, on peut multiplier les exemples. Pour faire ça, pour mettre ça en place, eh bien, quelque part, le mot-clé, d'après moi, c'est la flexibilité. Pour permettre justement ces lissages de carrière, quelque part, absorber ces pics de production. Si vous avez des mesures RH, des mesures de ressources humaines qui permettent cette flexibilité, vous allez être gagnant sur tous les niveaux. Parce que la problématique d'être flexible, que ce soit pendant la journée, pendant la semaine, ce n'est pas un besoin propre aux seniors, ce n'est pas juste un besoin propre aux jeunes familles avec des enfants en bas âge, c'est un besoin qu'on a toute sa vie. Si vous êtes très jeune, vous faites peut-être une formation continue, vous aimeriez bien travailler en moyenne à 80%. Moi, quand je travaillais pour l'UBS à Bienne, j'avais exactement ce cas de figure. Quelqu'un qui disait, moi, cette année, j'aurai des examens cet été. Pendant les examens, j'aimerais bien passer à 40% ou même prendre congé complètement. Par contre, entre deux périodes d'examen, je n'ai pas de cours. Là, je pourrais travailler à 100%. Donc, on a convenu un 60% sur l'année avec des lissages. Ça peut être la même chose dans une phase de jeune famille, hein, quand les enfants sont tout petits, on a peu besoin, au premier enfant, on est un petit peu désemparé. Et puis ça peut être la même chose quand vous avez peut-être 55 ans et plus et que votre maman, votre papa est en phase finale d'une longue maladie. On sait que pendant quelques mois, on aura besoin de s'investir beaucoup. Et puis après, ça va repasser. Donc ces solutions flexibles qui permettent, pendant la journée, pendant la semaine, pendant l'année, permettent justement d'être gagnants pour toute votre clientèle. Donc comme employeur, c'est intéressant de mettre ces genres de systèmes en place. Des emplois pour les seniors dans toutes les branches, à tous les niveaux, c'était les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis par contre, il faut être un petit peu plus créatif, je pense, avec les seniors. Autant c'est normal, si vous avez un jeune de 25 ans qui a fini sa formation, ou même s'il n'a pas fini, qu'il a fini son apprentissage, c'est normal qu'en entretien de fin d'année, on va lui demander quels sont tes plans de carrière, est-ce que tu veux faire une formation continue, est-ce que tu veux changer au sein de l'entreprise. Quelque part, on en parle, et puis la solution que je vous parlais tout à l'heure, mon collègue qui avait ses examens en été, ben c'était normal qu'on en parle. Il y aurait le même besoin du côté des seniors, mais il y a comme un tabou. On n'ose pas trop en parler. Cette génération du baby-boom qui se définit énormément par le travail, l'employé, il a de la peine à dire « moi j'aimerais bien réduire parce que ma maman souffre de démence et puis régulièrement je dois l'amener chez le médecin ou je ne sais pas ». Parce que signaler que j'aimerais réduire mon taux d'activité pour une personne de 60 ans, particulièrement pour les hommes, c'est dire je ne suis pas loyal, je ne suis pas engagé pour mon entreprise. Donc on ne va pas le faire. Et puis son chef d'équipe ou sa chef d'équipe, elle aura aussi de la peine à le thématiser parce qu'elle lui dit est-ce que tu n'aimerais pas réduire un peu? Parce que quelque part, elle a peur de lui envoyer le signal t'es bon à la casse, j'ai plus envie que tu sois là, ce serait bien si tu pars. Hein. Donc il y a ces deux tabous des deux côtés. Donc si vous pouvez mettre en place des processus RH qui fait que de toute façon, quand vous avez 60 ans ou 58 ans, enfin c'est égal, à un moment donné, dans fin de carrière, il y a un entretien, une mise au point qui est systématique pour tous les collaborateurs. Donc c'est pas Monsieur Rigaud, j'ai envie de me débarrasser de vous, c'est tous les collaborateurs qui ont 60 ans, ils ont un entretien avec leur RH, avec leur chef, et on parle de la planification de la fin de carrière. Est-ce que c'est pour une retraite anticipée? Est-ce que c'est pour réduire le taux de capacité, le taux d'activité, ou bien pour travailler au-delà de l'âge de la retraite? Et ça aussi, c'est gagnant-gagnant, parce que pour la personne concernée, eh bien, ça lui donne un peu de la visibilité sur sa carrière, ça lui permet peut-être aussi de faire un passage lissé vers la retraite, et puis pour l'employeur, ben, ça lui donne aussi de la visibilité par rapport à ben, combien d'années je peux encore compter sur mon collaborateur, est-ce que je dois déjà maintenant former son successeur, est-ce qu'on pourrait faire un tandem pendant 2 ans ou pendant 6 mois, etc. Donc là, il y a des mécanismes à mettre en place qui, je pense, sont évidents en début de carrière, devraient l'être en fin de carrière, mais ne le sont pas encore, même s'il y a des choses qui se mettent en place et qui commencent à bouger sur le marché. Voilà, j'ai beaucoup parlé du contrat privé avec l'exemple de l'autoresponsabilité, de cette dimension-là.
il y aurait tout un discours à faire sur l'offre parascolaire, les crèches, la journée continue. J'aimerais concentrer sur les deux derniers points. D'abord, je le disais tout à l'heure, justement, si on fait des lois par rapport à la prévoyance vieillesse, on en parlait avec AVS Plus récemment, eh bien, je pense que c'est important, on peut définir ce qu'on veut politiquement, peut-être à gauche, à droite, ça m'est égal, mais ça me paraît important par rapport au contrat de génération que si on définit des prestations, qu'on garantisse aussi le financement de ces prestations. Et je pense que dans le cadre de la réforme prévoyance 2020, qui a été discutée au mois de septembre par le Conseil national, qui va être reprise par le Conseil des États au mois de décembre, je pense qu'on a déjà suffisamment de défis pour garantir le niveau actuel des rentes. Je ne vais pas dire s'il est suffisant ou pas, mais il est haut en comparaison internationale. Et garder ce niveau-là sera déjà un gros défi. Je pense qu'il n'y a pas de place pour étendre le niveau des prestations, parce que ça, ce serait clairement en violation avec ce contrat de génération. Un peu plus de détails pour rappeler de quoi on parle, de quels défis on parle. On a beaucoup parlé de ce chiffre de 7 milliards. L'AVS aura un déficit, donc les dépenses de l'AVS dépasseront les revenus de l'AVS en 2030 de 7 milliards. 7 milliards en 2030. On a perdu l'ordre de grandeur, ce que c'est qu'un milliard. On a eu la crise européenne, on a eu la crise UBS, j'étais plein dedans, on a investi plein de milliards. Aujourd'hui, si vous chiffrez quelque chose en millions, ça n'impressionne plus personne. Il faut déjà plusieurs milliards pour commencer à s'intéresser. On a oublié ce que ça veut dire 7 milliards. Le trou de l'AVS de 7 milliards par an en 2030, pour comparer ça avec un autre trou, le trou du Lötschberg, construire le Lötschberg, ça nous a coûté 3,5 milliards. Total. Point. Le trou de l'AVS, ce sera 7 milliards en 2030, juste pour l'année 2030. Si on garde le déficit l'année passée, on avait un demi-milliard de déficit dans l'AVS. Si on cumule les déficits projetés de l'AVS d'ici 2030, c'est 42 milliards. Donc c'est juste des sommes énormes. Le budget de l'armée, c'est 5 milliards. Le budget des prestations complémentaires pour la vieillesse, c'est 2,7 milliards. Le budget de l'aide sociale, commune, canton, confédération confondue, c'est 4 milliards. Donc on se rend compte chaque année du trou qui va se créer ici. Donc c'est juste des ordres de grandeur pharaoniques. On peut compenser ça par des cotisations salariales. Ça ne paraît pas beaucoup, c'est 1,5%. Comparé aux cotisations salariales pour l'AVS d'aujourd'hui, c'est un cinquième, c'est 18% de plus. On peut compenser ça par de la TVA supplémentaire. Il faudrait 2%, ça ne paraît pas très cher. Comparé à 8% de TVA aujourd'hui, c'est un quart de plus de TVA. Donc on se rend compte, on peut le faire, c'est un choix politique, mais de penser que ça n'aura pas de conséquences sur l'économie, ça ce serait fatal comme erreur. Il y a, au lieu d'investir plus dans l'AVS, plus de moyens, il y aurait l'idée d'ajuster l'âge de la retraite, donc de cotiser plus longtemps quelque part. L'âge de la retraite, c'est vraiment un gros levier parce que vous cotisez plus longtemps et vous touchez moins longtemps votre retraite, donc on a un effet double. Et là, dans le discours politique, on l'a entendu plein de fois au mois de septembre, je pense qu'il faut vraiment différencier deux choses. D'une part, c'est la partie d'en haut, flexibiliser l'âge de la retraite, et l'autre, c'est le relever purement et simplement. Flexibiliser l'âge de la retraite, ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec utiliser le travail des seniors. C'est garder ce savoir-faire dans les entreprises. Ça répond à un besoin de l'employé et de l'employeur. Par contre, pour le financement de l'AVS, c'est important de réaliser, ça n'a aucun impact. Parce que si vous partez à 63 ans à la retraite, vous allez toucher une plus petite retraite, mais pendant 2 ans de plus, jusqu'à votre décès. Et si vous partez à 67 ans, vous allez toucher une plus grosse retraite, mais pendant 2 ans de moins. La somme moyenne versée par le système de l'AVS sera le même. Aujourd'hui, la problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que vous continuez de cotiser, si vous partez à 66 ans, 67 ans, mais ça ne va pas améliorer votre retraite. Avec le projet Prévoyance 2020, on va corriger ça, j'espère. Enfin, c'est un des rares points qui n'est pas comme ça, mais ça ne va pas changer quoi que ce soit au financement de l'AVS. Donc, flexibiliser la retraite, oui, et d'ailleurs, c'est un des rares points de la réforme qui est soutenu par tous les partis. Par contre, pour le financement de l'AVS, ça n'a aucun rôle. Inversement, le rehaussement de l'âge de la retraite, l'année où on va la rehausser, si on faisait un saut d'une année, ça va effectivement allonger d'un 40e, agrandir d'un 40e l'offre de travail, parce que les gens resteront une année de plus au travail, mais après une année, ils vont quand même partir à la retraite, et du coup, on se retrouve dans la même chose. Donc on a un effet one-off, un effet unique, une certaine augmentation de la force de travail en Suisse. Par contre, ce serait réduit. Par contre, au niveau du financement, ce que je disais avant, eh bien, ça aura un effet double si vous augmentez l'âge de la retraite d'une année,
vous apportez quelque chose comme 3 milliards de francs par année au financement de l'AVS. Donc, bien différencier ces deux points. Si on parle du rehaussement, parce qu'il faudra quand même financer l'AVS, on dit oui, mais c'est bien joli, si vous rehaussez l'âge de la retraite, on va juste transférer le problème de l'AVS à l'assurance chômage ou à l'aide sociale parce que les gens ne pourront pas continuer de travailler. C'est un point important, je n'ai pas de boule de cristal pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est regarder ce qui s'est passé dans le passé. On a déjà une expérience en Suisse avec un relèvement de l'âge de la retraite, à savoir, après la suite de la 10e révision AVS, on a relevé l'âge de la retraite des femmes de 62, enfin, on pourrait commencer plus loin. On a baissé l'âge de la retraite des femmes de 65 à 62, enfin, par plusieurs paliers, et puis on l'a rehaussé de 62 à 63 en 2001, et de 63 à 64 en 2005. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le marché du travail? C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Vous voyez comment l'âge de la retraite légale pour une rente pleine a été ajusté, c'est les deux chiffres que j'ai mentionné. Et puis vous voyez en rouge l'âge effectif moyen de départ à la retraite des années de naissance concernées, des cohortes concernées. Et on voit, alors c'est toujours en dessous, c'est normal, mais on voit que l'âge effectif de la retraite suit assez directement le rehaussement de l'âge de la retraite légale. Et en plus, à l'époque, on n'était pas malin, on a fait des sauts de 1 année. Ça, c'est énorme. En termes psychologiques aussi, c'est énorme. Si on fait comme la plupart des pays voisins qui ajustent l'âge de la retraite, si on faisait ça par étape d'1 mois, donc chaque année, on relève l'âge de la retraite d'1 mois, déjà, c'est beaucoup plus équitable par rapport aux personnes de 61, 62, 63 ans qui sont proches de la retraite. On vous annonce que vous allez travailler 2 mois de plus, vous n'allez peut-être pas ouvrir le champagne ce soir, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Et puis les générations qui sont plus jeunes, quelque part, ma génération, on anticipe qu'on devra travailler jusqu'à 67 ans. Donc si on faisait en plus des petits sauts de 1 mois chaque année, pour les hommes et pour les femmes, en Suisse, où on a une pénurie de main-d'œuvre, on a 3% de chômage, en comparaison internationale, c'est du plein emploi, je suis convaincu qu'on arriverait à poursuivre cette courbe vers l'avenir si on le relevait. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était, si vous vous rappelez le graphique avec les différentes évolutions démographiques, eh bien c'est la problématique des soins aux personnes âgées. Justement, quand les gens ont 80 ans et plus, une personne sur 3 qui a 85 ans et plus nécessite des soins. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors on parle toujours de ambulatoire avant le stationnaire, les soins à domicile avant les MS. Oui, mais avec une certaine réserve. Vous voyez ici comment les 26 cantons, c'est une étude qu'on a sortie cet été au mois de juin, comment les 26 cantons se sont organisés en termes d'aide et de soins à domicile et DMS. Vous avez sur l'axe X la densité du personnel soignant en soins à domicile par 1000 habitants, à tous les âges confondus. Et puis sur l'axe Y, sur l'ordonnée, vous avez le nombre de lits en EMS par personne de 80 ans et plus. C'est deux grandeurs typiques qu'on utilise pour quantifier un peu l'offre ambulatoire et l'offre stationnaire. Et si on avait clairement un effet de substitution, donc plus, on le voit un peu, mais on se rend compte que juste avoir plus de personnel ambulatoire, ça ne conduit pas forcément à une réduction du nombre de lits. Si je prends des exemples, je laisse Appenzell, parce que c'est un petit peu un cas particulier de saisie, je dirais. Mais si vous comparez Schaffhouse avec Soleure, vous voyez qu'à peu près avec le même pourcentage de personnel, qu'on s'appelle sur Genève, l'IMAD, le personnel en aide et de soins à domicile, on a un rapport de lits qui est quasiment de moitié ici. Donc si on compare la verticale, si on compare l'horizontale, on se rend compte que le canton de Genève ou le canton du Jura, après 2 fois plus de personnel en soins à domicile que les cantons du Valais, que le canton de Bâle, la Campagne ou du Soleure, pour un même nombre de lits. Donc ça montre que c'est un peu plus complexe que ça quand même. Vous n'avez pas automatiquement une substitution, juste développer les soins à domicile, ça ne vous permettra pas de réduire vos taux d'occupation en IMS. Inversement, ce serait faux de dire il n'y a qu'à réduire le nombre de lits, tout se passera bien. Il faut quand même quelque part assurer les soins de ces personnes-là. Mais c'est effectivement un petit peu plus complexe. Il faut vraiment une vue intégrée sur la chaîne des soins. Le slogan qui s'oriente très fortement à la planification hospitalière, de dire l'ambulatoire c'est mieux que le stationnaire, ça ne s'applique pas complètement sur les soins. Si vous avez besoin de 60 minutes de soins par jour ou moins, alors les soins à domicile, c'est effectivement la solution, la meilleure marché, la plus efficace. Si vous avez besoin de 120 minutes de soins par jour, inversement, l'EMS, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'EMS, vous n'avez pas les temps de déplacement
inutile. Hein. Vous avez une meilleure allocation de votre personnel. Les cas lourds, enfin les actions complexes seront faites par des infirmières qualifiées. Les choses plus simples, hygiène corporelle et autres, peuvent être faites par du personnel moins qualifié et vous avez une meilleure allocation de vos ressources. Et puis entre 160 et 120 minutes, il y a une zone grise qui dépend un peu du cas, du setting familial aussi. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des repas à la maison ou pas, etc. Donc c'est important de sortir de cet antagonisme le plus longtemps possible à la maison à tout prix, mais vraiment une vue continue où il y a les soins à domicile qui font du sens pour les cas légers et les EMS font du sens médicalement parlant et financièrement parlant pour les cas lourds. Voilà ce que je viens de vous dire ici. Donc on change de paradigme pour aller vers un environnement de l'ambulatoire avec le stationnaire et non pas avant le stationnaire. C'est clair qu'au cas par cas, il faudra toujours, cette limite de 60 minutes, c'est une moyenne. Hein, au cas par cas, il faudra toujours garder. Mais pour la planification sanitaire d'un canton, d'une commune, je pense que c'est important de voir ça. Et je pense qu'aussi au niveau politique, ce serait important que les fêtières de ces différentes organisations se mettent ensemble, parce que c'est un même défi. Hein, il ne s'agit pas de défendre son jardin. À long terme, à court terme, il s'agit d'optimiser cette image-là. À long terme, il faudra parler du financement de ces soins de longue durée. Nous avons proposé il y a 2 ans, on l'a reporté encore cet été, la création d'un nouveau canal de financement pour les soins de longue durée, pour les personnes âgées. On appelle ça le capital soin. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est qu'à partir d'un certain âge, nous on l'a stipulé à 55 ans, mais on pourrait discuter si c'est 55, 60, peu importe. À partir d'un certain âge, vous cotisez chaque mois une prime sur un compte bloqué, sur votre capital soin, et cet argent est bloqué jusqu'à ce que vous en ayez besoin, jusqu'à ce que vous ayez besoin de soins. Hein. Cet argent, à ce moment-là, le jour où vous avez besoin de soins, c'est un médecin qui l'atteste, où il y a une grille de certains critères, et à ce moment-là, vous avez le droit d'utiliser ce capital, que ce soit pour les soins, proprement dit, comme la LAMAL le définit, mais aussi pour l'encadrement, donc c'est de l'accompagnement. Vous pouvez l'utiliser en soins à domicile, en structure d'accueil de jour ou en EMS, pour tout le monde. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que cette prime, c'est assez cher, je viens tout à l'heure à ce prix-là, mais c'est important d'avoir une solidarité pour les gens qui ne seraient pas capables de financer cette prime, parce qu'on ne veut pas laisser des gens laissés pour compte. Donc on aura un système peut-être semblable aujourd'hui aux réductions de primes de caisse maladie qui pourrait être mis en place. Quand on a proposé ça, on l'a chiffré. Moi j'ai dit on a commencé à 55 ans, on cotise jusqu'à l'entrée de l'âge moyen en IMS, on a fixé comme capital cible un capital qui suffirait à financer un séjour moyen en IMS, et on arrivait à une prime mensuelle de 250 francs. Alors il y a eu un tollé en disant mais c'est beaucoup trop cher. C'est clair, 250 francs c'est très cher. Mais il faut bien se rendre compte qu'on parle d'une nouvelle forme de financement. C'est les mêmes coûts, mais qui sont financés différemment. Aujourd'hui, ces 250 francs, près de 3/4 de cette prime sont pris en charge par la caisse maladie, donc la caisse maladie devrait baisser, sont pris en charge par le financement étatique, le financement résiduel, le financement des prestations complémentaires, qui serait aujourd'hui couvert par ça. Donc il devrait y avoir aussi un allègement qui se fait là. Et puis surtout, si on crée une obligation de cotiser seulement à partir de l'âge 55 ans, mais quelque part on a une meilleure adéquation entre ceux qui définissent le niveau de prestation des soins aux personnes âgées et puis ceux qui les financent, et puis quelque part on décharge en termes de caisse maladie, en termes de prestations, de primes maladie, les personnes de 55 ans et moins. Il faut savoir que ces fameuses réductions de primes dont on parlait tout à l'heure, 4 personnes sur 5 qui touchent une réduction de prime à 55 ans et moins. Donc c'est vraiment les jeunes qui sont aujourd'hui touchés par cela, donc ce serait un certain allègement. Et le revers de la médaille, c'est clair, c'est une charge supplémentaire pour les personnes de 55 ans et plus. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation et je le finis volontiers avec une image parce que je pense qu'elle représente, elle est peut-être un peu plus philosophique, mais je pense qu'elle représente bien aussi ce fameux contrat de génération. Là, on en a seulement 2 de mes cercles au début qui sont représentés, mais je pense que c'est important de réaliser qu'il faut déjà s'occuper d'eux parce que certains d'entre vous sont déjà dans cette catégorie d'âge, c'est moi dans 20 ans, donc il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler de chacun d'entre nous à différentes étapes de notre vie. C'est eux et c'est moi, enfin c'est ma génération qui avons le pouvoir de vote, c'est nous qui allons faire les lois qui va définir ça, de façon fiduciaire quelque part pour cette génération-là, puis pour celle qui n'est encore pas sur l'image, qui arrivera seulement dans 20 ans. Et donc c'est un peu notre responsabilité de s'engager pour eux, mais aussi d'engager pour eux.
Parce que si nous ne le faisons pas, bien, visiblement, on va laisser tomber cette génération, et je pense que personne ne le veut. On veut une cohésion, on veut des gens qui sourient, comme sur cette image, qui garantissent la pérennité du contrat de génération. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Cazondet, pour votre présentation très claire sur les défis qui attendent notre société. Nous allons passer à la partie réservée aux questions-réponses. Peut-être une première question. Comment votre proposition sur le capital soin a été accueillie par les milieux politiques? Alors c'est intéressant de voir, comme j'ai dit, quand on a sorti notre livre sur le contrat de génération, on a eu un rejet en bloc. On n'est rentré pas dans le débat, c'était pas solidaire, etc. De notre part, on a dû faire un effort de communication, justement pour rappeler que c'est pas juste 250 francs en plus, mais que c'est 250 francs à la place de, etc. Aujourd'hui, cet été, j'ai remarqué, alors c'est encore pas accueilli les bras ouverts et un gros enthousiasme, mais je remarque dans les professionnels de la branche, dans les EMS, sur un plan politique, j'ai de plus en plus de demandes de partis bourgeois, pour ne pas le cacher, mais qui sont interpellés par cette idée. Il y a une prise de conscience aussi des coûts qui augmentent. Je ne sais pas comment vous vivez ça sur Genève, dans la partie orientale de la Suisse, donc Berne n'est plus loin, c'est les communes qui sont en charge des soins, et elles sont en train de réaliser que leurs budgets sont en train de leur filer sous les doigts. Donc il y a une prise de conscience et puis une recherche vers de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, on a un débat qui se lance sur nos capital soins. C'est encore pas gagné, c'est un travail de longue haleine, mais je vois qu'il y a un effort, il y a une volonté aussi de réfléchir sur ce financement, donc comment répartir ces coûts qui vont apparaître au niveau du capital soins. Merci. Des questions dans le public? Oui, monsieur. Ce n'est pas tellement une question que j'aimerais poser, mais j'aimerais faire 2 remarques peut-être pour inciter un peu à changer le regard, la direction. Donc j'ai bien apprécié votre exposé. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres pas du tout. J'aimerais juste soulever 2 problèmes. Vous avez attiré l'attention sur l'AVS. Quand on a créé l'AVS, en 47-48, on avait prévu que les gens mourraient 10 ans après leur retraite, n'est-ce pas? On l'a calculé dans cette optique. Or, aujourd'hui, on sait, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui ont été donnés, mais je pense que la durée de la retraite avoisine maintenant les 20 ans. Il me paraît tout à fait correct que, étant donné que notre retraite s'étale sur plus de temps, que nous payons plus pour la préparer, n'est-ce pas? Le problème des cotisations, je ne sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour les modifier de telle façon à pouvoir faire face à l'allongement de la vie, qui est ni un problème de droite, ni un problème de gauche, mais qui est un problème purement biologique et qui n'a rien à voir dans la discussion politique. On s'égare par rapport à cette réalité que depuis la fin du siècle dernier, on sait qu'il y a une nouvelle partie de la vie qui s'est ouverte, qui dure, disons, de 60 à 85 ans. C'est ce qu'on a appelé le 3e âge. Oui, je veux essayer d'être concis, mais je veux que ma question soit bien entendue. Et je pense que là, il y a un problème qui me paraît tout à fait important à considérer. Pourquoi ce qu'on s'oppose à un ajustement des cotisations pour tenir compte de cette réalité? Alors, les solutions de partir plus tard à la retraite, je suis parfaitement d'accord, la flexibilité, d'accord, mais je crois qu'il faut en faire un paquet. Et un paquet qui tienne compte, on sait en médecine maintenant que l'âge moyen du décès tournera autour de 94 ans. Donc, on va aller toujours plus loin dans l'allongement de la période de la retraite. Première chose. La deuxième chose que j'aimerais pouvoir discuter avec vous, c'est la question de la formation. Vous avez fait beaucoup à la fin de remarques sur la santé. Or, je vous rends attentif au fait qu'on compte maintenant en médecine de la santé que 50% de la prévention, et plus que la prévention, est liée à la formation. Que deuxièmement, pour les maladies neurodégénératives, le facteur numéro 1 de prévention, c'est de faire travailler ces neurones.
ce qui repose la question de tout le système de formation, pas seulement à l'âge de la retraite, mais déjà avant. Pourquoi est-ce qu'on a dévié à partir des années 60-70 d'une notion de la formation permanente à une notion de la formation continue, professionnelle, fonctionnelle, et que la formation qui est actuellement proposée n'implique pas des éléments importants pour vivre. La formation ne sert pas seulement à exercer une profession, elle sert à vivre. Et j'aimerais bien que vous vous prononciez par rapport à ça. Par rapport au financement de l'AVS, d'ailleurs, le projet de loi qui est aujourd'hui sur la table, enfin les différentes moutures, que ce soit celle du Conseil fédéral, du Conseil des États ou du Conseil national, prévoient toutes un relèvement des cotisations. Dans l'AVS, ce sera essentiellement un relèvement de la TVA. Personnellement, je pense que si déjà on investit plus d'argent dans le système, je pense que la TVA est la bonne approche, parce que l'AVS est vraiment un financement, enfin, c'est une assurance sociale extrêmement solidaire. Les jeunes payent pour les vieux, les riches pour les moins riches, les hommes pour les femmes. Il y a beaucoup de redistribution qui se fait. Et la TVA, c'est la même chose. Tout le monde participe, les retraités comme les jeunes. Si on faisait que d'augmenter les cotisations salariales, quelque part, on chargerait seulement la génération jeune pour s'occuper de la génération plus âgée. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut un paquet. Je pense que relever l'âge de la retraite, on le fait maintenant pour les femmes, je ne l'ai pas mentionné, mais 64, ça va passer à 65 ans, donc ça c'est un pas. Mais je pense qu'on pourra aller plus loin. La majorité des pays de l'OCDE, qui vivent tous moins longtemps que les Suisses, ont déjà fait ce pas. 18 pays de l'OCDE ont déjà défini un âge de la retraite à 67, voire même à 68 ans. Ils sont en train de le monter. Nous, la Suisse, on a la deuxième espérance de vie la plus haute du monde après le Japon. On bute déjà avec 65. Et puis, il faudra augmenter les cotisations, je suis d'accord avec vous. Et puis, pour préciser, on les a augmentées indirectement. Le pourcentage de votre salaire est resté le même, mais les salaires réels ont augmenté depuis les années 48, l'introduction de l'AVS. Donc, on pourrait se poser la question inverse. Pourquoi on paye toujours plus? Est-ce qu'on ne pourrait pas une fois discuter au niveau des prestations? Donc, pour les cotisations. Pour la formation, moi, je suis d'accord avec vous. Formation continue, si on veut vraiment avoir ces seniors qui travaillent, mais il faut qu'ils soient à jour. Alors, je serais peut-être moins, j'ai oublié le nom, enfin, je serais moins universel dans mes aspirations de formation, mais qu'on garde au moins des capacités fonctionnelles pour le marché du travail. C'est peut-être pas forcément travailler sur la machine de 1980 dont je parlais tout à l'heure, mais c'est peut-être mise à jour sur les outils informatiques, etc. La formation continue, je pense que c'est vraiment un grand enjeu. Cette idée de diviser en trois notre vie, avec un tiers où on étudie, un tiers où on travaille, un tiers où on passe à la retraite, je pense que ça, c'est une vision du passé. Ça ne correspond non plus pas à la volonté des gens. Il faut viser lifelong learning, hein, en anglais, justement de vraiment de garder ça, peut-être qu'à 30 ans, à 35 ans, refaire une formation, approfondir, changer, partir à l'étranger, faire une césure, etc. Et la même chose vers la fin de la carrière, réduire un peu, mais travailler plus longtemps. Je pense que ça, c'est l'avenir de notre société. Il faut mettre des structures en place, il y en a qui sont en place. Par contre, il y a des barrières, il y a des limites d'âge pour certaines formations qu'on pourrait lever, etc. Voilà. Merci, monsieur. Bonsoir, Rafi Garibian, chef d'entreprise depuis 40 ans. Et d'abord, merci beaucoup pour votre exposé. Je suis aussi sensible de constater que l'auditoire a un moyen d'âge très élevé, alors que c'est un problème génération, entre les générations, où tout le monde doit y contribuer. Alors, plusieurs remarques. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous faites une approche par rapport à l'AVS+. Par contre, nous devons aussi intégrer quelque chose dans notre réflexion, c'est que à cause du coût de la vie, l'AVS aujourd'hui n'est pas suffisant. Donc nous devons trouver des solutions qui vont au-delà. Et le deuxième pilier a des inconvénients actuellement parce qu'on cotise, on économise le plus après 55 ans et de plus en plus de gens trouvent en fin de parcours de vie, surtout les 5 dernières années, des fois au chômage ou des fois sans emploi, même sans avoir le chômage.
Alors, il faut savoir que quand vous passez de la case sans emploi à la retraite, vous avez perdu votre droit au taux de conversion. Ce qui péjore encore plus la situation alors qu'il n'a même pas économisé assez. Et il faut que nous tenions compte que tout ce que l'individu n'a pas fait comme réserve, c'est la collectivité, l'État qui devra y suppléer. Donc, il y a quand même des réflexions à faire un petit peu plus poussées parce qu'il ne suffit pas de trouver des solutions par rapport à ce qui existe, mais être beaucoup plus inventif et trouver des solutions aussi pour les gens qui n'ont pas un parcours normal. Aujourd'hui, je constate même parmi les jeunes, moi j'ai des enfants qui sont doctorants, j'en ai d'autres qui ont double master et tout ça, et je constate qu'ils ne sont pas tout le temps en plein emploi. Ils ont des périodes où ils travaillent et d'autres qui ne travaillent pas, donc ils ne cotisent pas à leur deuxième pilier. Voilà, j'ai dit. C'est des points très importants que vous relevez. Par rapport à l'AVS, je pense qu'il faut juste préciser. L'AVS est ajusté tous les 2 ans à l'indice mixte. La moitié, c'est l'augmentation des salaires, et la moitié, c'est l'augmentation des prix, l'inflation. Donc l'AVS, les rentes AVS en termes réels, après déduction de l'inflation, elle a augmenté plus vite. Donc le pouvoir d'achat d'une rente AVS aujourd'hui est plus grand qu'il y a 10 ans en arrière. Donc faire attention. Par contre, elle n'a pas augmenté aussi vite que les salaires. Donc le taux de remplacement n'est pas le même. Mais ça, on pourrait l'aborder facilement. On l'a aboli quand on a introduit l'indice mixte, mais quelque part, on pourrait dire on ajuste les rentes AVS pour les nouveaux départs à la retraite, puis après, on les ajuste uniquement à l'inflation pour garder le pouvoir d'achat. On n'a pas voulu faire ça parce qu'on voulait traiter tout le monde. Mais il y a un peu dans le débat d'AVS+, on a surtout rappelé que ça n'augmentait pas si vite que les salaires. On a oublié de dire que pour les retraités existants, ça augmentait plus vite que l'inflation. Pour le deuxième pilier, je suis entièrement d'accord avec vous. On a vraiment une double problématique. On a ces cotisations, ça s'appelle les bonifications de vieillesse. C'est un mot magnifique parce qu'on pense que c'est du vin. On devient vieux et on gagne une bonification. Mais effectivement, les cotisations salariales augmentent avec l'âge. Elles commencent à 5% à 25 ans. Elles finissent à 18% à 55 ans, enfin du salaire assuré. Et c'est clair que ça veut dire que les dernières années de travail ont une importance surpondérante par rapport au reste. La mouture qui a été faite maintenant par le Conseil national, qui a été passée par les PLR et les Verts libéraux, elle a été beaucoup critiquée, mais elle a au moins cet avantage de lisser ces cotisations salariales. Il n'y aura plus que 2 niveaux. Et quelque part, ça réduit un petit peu cet effet que vous avez mentionné. Et l'autre, il y a aussi, alors je ne sais plus maintenant dans la version du national, mais il y avait cette idée d'avoir, par le biais de l'institution supplétive, donc une sorte de pool de rattrapage, cette possibilité pour les chômeurs de 60 ans et plus d'avoir un taux de conversion, d'avoir une rente et non pas seulement le capital. Parce qu'effectivement, ça correspond à... C'est pas la majorité des gens, heureusement, le taux de chômage est bas pour les personnes âgées. On a toujours l'impression, on entend toujours ces cas dans la presse, mais le taux de chômage est plus bas chez les seniors que dans le reste de la population. Mais pour ceux qui sont au chômage et qui le restent longtemps, c'est vrai que c'est très problématique. C'est un projet ou c'est en discussion? À quel point elle prend la discussion? Ce que je vous ai dit, lisser les bonifications de vieillesse, c'est dans le projet actuel, c'est l'état de la loi actuelle, et puis l'autre, la possibilité d'avoir un taux de conversion pour les chômeurs. Je dois vous avouer que c'était en discussion, je n'ai pas regardé le drapeau, je ne peux pas vous dire sur ce point-là. On est toujours moins flou. Mais j'aurais juste relevé une chose. On en parle beaucoup, et je sais, monsieur, qu'on en avait déjà parlé une fois. Ah ouais. Avec mémoire. Je sais que cette problématique, elle est toujours remise en avant, et je pense qu'elle contribue à renforcer les clichés par rapport aux seniors. Maintenant, si on fait le calcul, pour une personne qui gagne 100 000 francs, je prends 100 000 francs pas parce que c'est un salaire plus haut que la moyenne ou que la médiane, mais pour se simplifier. Vous avez 75 000 francs qui sont soumis au deuxième pilier. La différence entre une personne de 45 ans et une personne de 55 ans, c'est 3% au total, à la moitié à la charge de l'employeur, la moitié de la charge de l'employé. Donc si on divise tout ça, etc., on arrive à une différence de salaire entre une personne de 45 ans et de 55 ans d'environ 80 francs par mois. C'est pas ça, mesdames, messieurs, qui va faire que vous employez quelqu'un ou pas. Il y a des différences de salaire entre des personnes de 45 ans qui sont beaucoup plus conséquentes que ça. Personne ne met en cause qu'on a une semaine de vacances de plus à partir de 50 ans.
La plupart deux tiers des entreprises proposent ça. Ça coûte 2% de plus. C'est plus cher que la différence de cotisation que je mentionnais tout à l'heure. Donc il y a une perception, je sais que c'est un problème, c'est aussi un problème chez beaucoup d'employeurs parce qu'on a l'impression que les employés âgés sont plus chers, mais s'ils sont plus chers parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ne sont pas plus chers, le rapport qualité-prix doit être bon, et les cotisations salariales c'est peut-être un frein, mais c'est pas ça. Donc si on va lisser ça, je pense que c'est bien, je pense que ça corrige un petit peu ce truc, mais c'est pas ça qui va changer dramatiquement la situation des seniors sur le marché du travail. Je voulais rajouter, en fait, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois, on a toujours débattu sur ce problème. On vous suit, puisque moi, je représente une association qui s'occupe du chômage après de 50 ans, même à 45 ans, je veux dire. Et cette association, depuis les années, elle grandit énormément, puisqu'on est présent sur Internet. Évidemment, quand on a accès à Internet et on s'occupe de ce problème, on vient vers nous. Et nous, on voit cette courbe monter. Et on s'est rencontrés il y a une année déjà, je crois, à l'affaire, ou il y a 2 ans, où il y avait ce débat spécifique sur la reconversion, la formation et qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne trouvent plus d'emploi après partir de 45 ans. Je veux dire, plus d'emploi, mais je veux dire, il n'y a plus de perspective, parce que je vois mal les employeurs ou l'industrie ou le secteur économique faire l'employabilité de ces seniors, on va dire, entre guillemets. Alors, la question que je vous pose maintenant, elle est courte. Est-ce que depuis une année qu'on s'est rencontrés jusqu'à maintenant, est-ce qu'Avenir Suisse que vous représentez a pris conscience de ce problème et l'englobe dans vos statistiques? Puisque jusqu'à maintenant, on n'en a jamais vraiment parlé, vraiment sorti de ce contexte-là. Voilà, c'est la question que je vous pose. Le problème, c'est un problème de société. Il faut voir, et c'est frustrant pour tous les gens que vous représentez dans votre association. La solution à ce problème, ça prendra du temps. Avenir Suisse, on a fait une publication à ce sujet-là. Depuis, j'ai régulièrement l'occasion de donner des conférences sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très chaud dans les médias, parce que ça touche beaucoup de monde. Donc il y a une prise de conscience dans la population, chez les employeurs. Maintenant, juste à ce que ça se mette en place, il faudra du temps. Moi, j'appelle, et je pense que c'est pour ça que je dis low hanging fruit, si déjà on arrive à revaloriser, à se rappeler encore une fois que ces employés seniors qui sont dans l'entreprise, qui connaissent les produits, qui connaissent les processus, qui connaissent les fournisseurs, qui connaissent les clients, qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à ces gens-là. Si on commence par cette prise de conscience-là, automatiquement, ça aura des répercussions positives sur ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais il faudra aller par étapes et ça prend du temps. On ne peut pas changer une société, on ne peut pas changer les rôles de la famille, on n'en a pas parlé, hein, mais entre hommes et femmes, etc., par un décret cantonal ou un décret fédéral, et puis dans 2 ans, tout est changé. Donc c'est vraiment des mouvements lents, et c'est frustrant pour tous vos gens-là, mais les solutions politiques qui paraissent faciles, c'est tout des effets de boomerang. De demander, par exemple, un droit de résiliation plus difficile pour les personnes de 55 ans et plus, c'est une fausse bonne idée. Parce que si vous avez 55 ans et plus, alors vous avez un travail, vous avez l'impression c'est super, je suis mieux protégé, mais alors essayez de changer. Parce que quand vous postulerez, vous aurez un candidat de 45 ans, donc on peut se séparer après une année si l'entreprise va mal, si la chimie ne joue pas. Vous avez un autre de 55 ans, vous savez, 55 ans, je ne peux plus m'en séparer. J'ai 11 ans jusqu'à qu'ils partent, c'est plus long qu'un mariage moyen. C'est clair vers quel employé vous avez dirigé. Donc ça part d'une bonne idée, mais ça va de nouveau pénaliser ceux qu'on aimerait aider, à savoir ceux qui cherchent un emploi ou ceux qui veulent changer d'emploi. C'est pas facile et c'est frustrant aussi pour le politique parce qu'ils sentent cette pression-là, vos appels sont entendus, mais il faut un changement de fond et que ça prendra plus de temps. Oui. D'abord, rapidement, merci pour cet exposé très inspirant. Il y a eu quelques points que j'aimerais commenter, ce n'est pas une question. Premièrement, le plus lourd, c'est le fait qu'on n'a pas mentionné le problème, d'une part, de taux zéro, etc., et l'influence du risque pour le financement de retraite, que tout d'un coup, il n'y a aucune compensation, alors qu'on met l'accent sur les cotisations, et puis on passe la responsabilité de l'approvisionnement sur l'individu, sur le salarié, qui n'a aucun moyen de faire face à tout ce qui se passe au niveau financier international.
Ça, je crois, tout le monde en est conscient. Deuxièmement, vous avez parlé sur de propositions très valables. Ce n'est pas une critique, mais je pense qu'il y a des facteurs dont il faut tenir compte, peut-être en voyant ce qui se pose ailleurs ou ce qui résout ailleurs. Le vieillissement, l'avancement dans l'âge, normalement, avec le système de relations professionnelles traditionnelles, le salaire augmente, vous l'avez dit, avec l'âge. Et ça pose problème après pour le maintien dans l'emploi. Il y a aussi le problème de formation que vous avez certainement insisté beaucoup là-dessus, mais il y a formation tout au long de la vie, pas ces 3 phases de la vie, c'est très important, vous l'avez reconnu. Les Finlandais ont fait une grande expérience là-dedans de formation, non seulement tout au long de la vie, mais l'expérience d'habituer les gens de pouvoir travailler ensemble avec les personnes qui augmentent en âge et qui peuvent quand même passer le savoir-faire ou se spécialiser. Par contre, flexibilité du marché de l'emploi, bravo, oui, très bien, mais ça va dans un certain sens, assez, je crois, régulier dans plusieurs pays maintenant, qu'il n'y a pas d'emploi fixe, il n'y a pas d'assurance, qu'on puisse gagner suffisamment dans ces emplois temporaires, autant qu'on veut l'avoir, dont on a besoin, pour pouvoir cotiser suffisamment dans la continuité. Et puisque c'est dans les retraites de répartition, quand même, ça tient compte d'un marché de travail jeune qui s'est réduit parce qu'il y a moins de jeunes, parce qu'il y a moins d'emplois, etc. Il faut repenser autrement comment augmenter ces revenus. Je pense que c'est à peu près l'essentiel dans l'immédiat, mais il y a beaucoup de réflexions à faire pour la formation, habituer les gens à être ensemble et des possibilités qu'on n'enlève pas l'emploi à quelqu'un d'autre, etc. Et augmenter les connaissances tout au long de la vie pour ne pas qu'on perde avec les technologies qui changent très rapidement et qui coûtent des emplois à beaucoup de gens qui sont même qualifiés dans leur jeunesse. Et merci beaucoup, c'était diverses propositions qui sont certainement... J'aimerais rebondir sur le commentaire de Madame. Vous avez donné quelques exemples intéressants sur des entreprises qui prennent des mesures pour employer les seniors. Et d'ailleurs, ça va de pair avec la possibilité de moduler sa charge de travail à partir d'un certain âge, qui est probablement une bonne solution pour travailler au-delà de 60 ou 65 ans. Personnellement, je suis convaincu qu'on n'arrivera pas à rééquilibrer les grands déséquilibres qui nous menacent uniquement à coup de réforme de la prévoyance et de loi si l'économie privée ne s'y met pas aussi sérieusement. Or, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une préoccupation majeure aujourd'hui des entreprises privées, et en particulier des départements des ressources humaines, qui devraient être les premiers considérés, disons, pour traiter ce genre de sujet. J'aurais voulu connaître votre vision sur ce plan-là, parce que vous en fréquentez finalement beaucoup d'entreprises privées. Et question subsidiaire, est-ce qu'il ne faudrait pas, à la limite, on parle de formation, mais alors exiger une certification des gens qui travaillent aux ressources humaines par rapport à ces problématiques-là? Il y a 2 pans. D'abord, peut-être plus systémique pour vous, madame. Effectivement, les modes de travail ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, il y a environ 300 000 personnes qui travaillent pour 2 employeurs et plus à la fois. Et le système du deuxième pilier part du principe que vous avez un employeur à 100%. Et vous avez ce fameux montant de coordination qui fait que seulement à partir de 25 000 francs de salaire, vous êtes couvert dans le deuxième pilier. Donc, vous êtes peut-être un salaire total de 100 000 francs, mais vous êtes réparti sur 3 employeurs, vous n'êtes jamais couvert, ou très peu couvert dans le deuxième pilier. Donc là, et la dernière mouture au Conseil national prévoit l'abolition de ce fameux montant de coordination. Donc, ce serait déjà une modernisation. Donc, on ne parle même pas de financement ici, on parle vraiment de modernisation de la prévoyance professionnelle qui répondra mieux à l'évolution du marché du travail sur le point. Deuxièmement, le point que vous avez mentionné avec les contrats à durée déterminée et indéterminée, ça c'est effectivement un problème. Moi je me rappelle d'avoir rencontré un Français d'origine tunisienne, mais français, qui m'a dit « Moi je serais prêt à travailler 1 année gratuitement si à la fin j'avais un contrat indéterminé ». Et quelque chose comme 80% des nouveaux contrats de travail en France sont des contrats à durée déterminée. Mais il faut aussi voir d'où ça vient. On a tellement scléroser le marché du travail des gens à durée indéterminée, c'est le même exemple que je mentionnais tout à l'heure. C'est tellement difficile de licencier quelqu'un que vous allez préférer payer des heures supplémentaires avec ceux que vous avez
plutôt d'engager un que vous ne connaissez pas et que vous êtes plus. Et si déjà c'est très difficile d'engager quelqu'un, qui c'est que vous allez engager? C'est quelqu'un qui a 30 ans, qui a déjà 10 ans d'expérience, etc. Donc ça va exclure les jeunes du marché du travail. Et puis je pense que les seniors, la même chose. Donc, ne sclérosons pas le marché du travail. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas Le rôle des entreprises, de l'économie privée. Ah oui, les RH, les certifications des RH. Je pense qu'il y a effectivement, alors je n'ai pas de statistiques, mais ma perception des RH, c'est souvent des jeunes qui trient les dossiers et qui vont faire un tri par rapport à l'âge. Donc là, il y a sûrement un effort à faire. Et puis un effort à faire par rapport aux équipes dirigeantes, mais moins au niveau top de l'entreprise. C'est le chef d'équipe, assez bas, de sortir de ses réflexes. C'est pas quelqu'un de mon entourage, de mon âge, et de trier ça. Et de réfléchir aussi, il y avait une analyse qui était faite sur combien d'affiches on demande une certaine catégorie d'âge pour un poste, de vraiment se poser la question, mais tu cherches vraiment quelqu'un de 45 ans ou tu cherches quelqu'un avec 20 ans d'expérience dans la branche? Tu cherches vraiment un jeune de 25 ans ou tu cherches quelqu'un qui débute dans la branche? Parce qu'à la limite, quelqu'un de 50 ans qui change de branche, ben, il a 0 année d'expérience, mais il est plus là. Donc, de former ça, de former aussi, c'était... le point quelqu'un a mentionné les équipes mixtes, enfin c'est vous aussi, et bien de travailler avec 3 générations. J'ai discuté avec des directrices de DMS qui me disent, moi j'ai 5 générations dans ma maison, j'ai des patients qui ont 105 ans et j'ai des apprentis qui ont 16 ans. Et de jouer cette claviature, enfin de jouer sur cette bande d'âge, en termes de conduite aussi, c'est difficile. Et là, il y a aussi un effort à faire, et je pense que là, on est au début de ces efforts-là. Mais je sens, encore une fois, c'est une sensibilité plus accrue. Maintenant, si je suis chef des RH et que j'ai un problème de main-d'œuvre, les seniors, c'est une piste, les femmes, c'en est une autre, ceux qui quittent l'entreprise, qui quittent la branche, c'en est une autre. Enfin, il y a plein d'orgues, un arc des responsables des RH, et aujourd'hui, politiquement, les seniors, c'est très en vogue, mais si j'étais chef d'entreprise, ben, je jouerais sur tous ces registres à mon orgue. Je dois vous remercier pour votre exposé, qui était brillant et très équilibré, puisque vous avez mis votre conférence sous le signe de l'équilibre. Et j'aimerais dire que, malgré toute l'appréciation que j'ai sur la gestion suisse et sur les compétences suisses, j'ai l'impression qu'on est un peu des funambules, et j'espère arriver à l'autre bout. Je suis un ancien industriel à la retraite, et une retraite heureuse. Il y a 50 ans, nous étions 3 milliards de personnes. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et nous allons vers 9 milliards. Donc vous voyez un peu l'exponentiel que nous avons au niveau de la croissance démographique. Il y a 20 ans, la Chine faisait le produit intérieur brut de la Suisse, 350 milliards. Le monde n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. 70 000 milliards de dollars. C'est un fait, jamais aussi riche qu'aujourd'hui. Et nous pleurons misère pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Je prends pour preuve le fait qu'il n'y a qu'1 milliard d'individus qui font à la louche 40 000 dollars par tête. Seulement 1 milliard. L'Europe, les États-Unis. Grand chiffre. Il y a donc 6 milliards de personnes qui sont sur la ligne du départ pour une économie accélérée qui est dans une concurrence exacerbée. Donc, j'ai l'impression qu'on fait de l'angélisme en Suisse. On est dans cette île heureuse à 3% de chômage. Il ne faut pas qu'on reste angélique. Pour avoir été un industriel, on doit être conscient de la menace. Et c'est par rapport à la menace qu'on a besoin de solidarité, qu'on a besoin d'unité, qu'on a besoin d'être conscient. Et quand on parle de solidarité, c'est un partage. Un partage de quoi? Des richesses. Or, c'est les entreprises qui créent des richesses. Donc, les entreprises, elles, ne pensent qu'à une productivité, je vais être bref par rapport à cela, c'est-à-dire diminuer le temps de travail et le temps de travail humain. C'est le coût humain, en général. Les machines, en général, s'amortissent. Je suis d'accord que l'individu aussi. Mais à partir du moment où on le met sur la touche et qu'il n'est pas assuré dans sa survie quotidienne, vous l'avez très bien démontré, mais laissez-moi ne pas être pessimiste, mais juste réaliste. Il faudrait qu'on tienne compte de cet environnement mondial
où les pressions sont considérables. Donc plus on en est conscient, et plus on sera solidaire, tout simplement. Je n'ai pas de... C'est intéressant, et ça reprend un point que tu mentionnais plus tôt, quand on parlait de la santé. C'est monsieur, je crois qu'on parlait de la santé. Si notre économie va bien, enfin, le niveau de santé dépend aussi du taux de chômage, le niveau de santé dépend aussi du niveau de bien-être d'un pays. Donc si on prend soin de notre économie, si on prend soin de nos relations internationales, qu'on ouvre l'accès à d'autres marchés, qu'on a ouvert à certaines innovations, eh bien on va mettre effectivement on va dérouler le tapis pour permettre de soutenir notre assurance sociale ou nos assurances sociales qui sont en comparaison internationale non seulement on a un niveau de vie très bon, on a un très bon niveau d'assurance sociale. C'est clair qu'on se plaint à un très très haut niveau, mais c'est vrai que garantir des opportunités d'emploi, des opportunités pour l'économie, c'est sûrement à long terme le meilleur investissement qu'on peut se faire pour tous les problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc je vous rejoins très volontiers. Merci, Monsieur Cazandel. Le temps passe. Je propose de prendre une dernière question avant de vous convier à l'apéritif. D'abord, un grand merci et bravo pour cet exposé. Ça marche? Très équilibré. Et puis, effectivement, c'est une question. Donc, j'aimerais revenir à votre proposition à la fin d'une assurance EMS. Et puis, j'aimerais ne pas me prononcer maintenant ni pour ni contre, mais j'aimerais poser une question bien genevoise. À Genève, le Conseil d'État a sorti un rapport en réponse à une motion 1867P pour un financement équitable, d'une motion pour un financement équitable du prix de séjour en EMS. Il a sorti ce rapport en janvier 2012. J'en ai plus entendu parler. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? À part ça, effectivement, il y a des assurances privées qui proposent des assurances de ce type, notamment Swiss Life qui propose ça parce que c'est un marché quand même qui est lucratif. Et puis, c'est un marché qui, évidemment, qui intéresse essentiellement les classes moyennes. Parce que si vous êtes aux prestations complémentaires, votre graphique, qu'à partir de 2 heures, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher de rester à domicile, n'est pas tout à fait vrai si c'est l'État qui assume les frais de séjour en EMS. Merci. Alors, 2 choses. Il faut différencier les coûts du financement. Mais 60 minutes, c'est une perspective de coût. Qu'est-ce qui coûte le moins? Peu importe qui paye. Les coûts de soins. Les coûts des soins. Non, les coûts des soins, les coûts des soins et le séjour. C'est y compris le séjour. La prestation socio-hôtelière est comprise. Parce que ça, c'est qu'on oublie souvent. Quand on parle des coûts des soins à domicile, on oublie que si vous êtes à la maison, vous payez aussi un loyer, puis vous aussi manger à midi. Et ça coûte aussi. Et quand on a un EMS, on prend tous les coûts. On prend le coût de location, enfin, de la chambre et les repas. Donc, il faut comparer les pommes avec des pommes. Et là, justement, ces 60 minutes, c'est moins cher, ça coûte moins cher en tout, si vous êtes à la maison, que si vous êtes en EMS et vice-versa. Maintenant, je m'excuse, j'ai pas retenu le 1852B. J'en étais pas... Moi, j'en ai jamais entendu parler, je sais pas où on en est. Mais là, encore une fois, on rediscute comment redistribuer ces coûts. Et je pense que la pression primaire qu'on doit se poser, c'est comment on peut diminuer ces coûts, enfin, ralentir la croissance de ces coûts, ce serait déjà pas mal. Et puis après, c'est notre capital soins ou peut-être le rapport qui a été mentionné là, comment est-ce qu'on pourrait redistribuer ces charges-là. Mais je pense qu'il faut vraiment séparer ces 2 choses-là. Vous avez le canton le plus cher par habitant en soins aux personnes âgées. C'était un rapport que j'ai mentionné tout à l'heure ici. Et le gros problème que vous avez, c'est votre organisation n'est pas mauvaise. Les gens travaillent de façon efficace, mais vous avez des salaires qui sont fixés par une convention collective du travail. Il n'y a que 4 cantons ensuite qui le font, Genève, Neuchâtel, Jura et oublié le 4e. Et puis le barème qui sont fixés dans la société sont très très hauts. Les salaires moyens en EMS sur le canton de Genève, c'est 38% plus haut que la moyenne suisse. Alors vous allez me dire, la moyenne suisse, on s'en fiche, parce que Nidwald, Glaris, ça ne nous concerne pas. Mais Zurich, c'est 7% plus haut que la moyenne suisse. Bâle-Ville, c'est la moyenne suisse. Donc il y a effectivement là un choix politique de payer les gens bien, c'est un choix. Mais il ne faut pas venir à pleurer que c'est plus cher qu'ailleurs. Hein. Donc, c'est le gros levier, mais politiquement, je ne vais pas vous expliquer, politiquement, renégocier ces CCT, c'est effectivement très difficile. Mais c'est un gros poids par rapport, enfin, un gros poids, c'est le gros facteur déterminant des coûts élevés des soins de longue durée pour les personnes âgées à Genève. Monsieur Cazandel, je tiens à vous remercier sincèrement au nom de l'Institut national genevois
et au nom du public pour le temps que vous nous avez consacré ce soir sur un sujet éminemment d'actualité et sensible. Vous l'avez démontré, il n'y a pas de réponse toute faite. Je tiens à vous remercier également, cher public, pour la qualité de vos interventions. Cette soirée s'est passée dans l'ambiance que nous aimons bien à l'Institut national genevois, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec des conférenciers de qualité sur des sujets de société. Je vous remercie, je vous convie à l'apéritif dans le couloir et à très bientôt à l'Institut. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.